d'être avec nous ce matin. Déjà un grand merci à la SFCR de nous avoir permis de faire ce travail qu'on avait proposé à la commission scientifique en 2017. Donc je souhaiterais vraiment remercier à titre personnel le comité de l'époque était Bertrand de Bonneau et Joël Delécrin, particulièrement Monsieur Delécrin. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais il a vraiment pris le temps de passer du temps avec moi par téléphone et par mail pour structurer un petit peu les idées, essayer de créer des questions, on va dire, pertinentes pour essayer d'apporter des réponses pratiques pour nos patients au quotidien. Et ça va être le but, on l'espère, de ce travail, et j'espère qu'on n'aura pas déçu ce comité scientifique avec la production de ce travail. Donc l'objectif du travail, la démarche en fait au départ, moi quand j'ai réfléchi à tout ça et avec Faed, c'est qu'on est des jeunes chirurgiens et on voulait en fait recenser et évaluer les pratiques chirurgicales en termes d'arthrodèse intersomatique au sein de 9 centres qui ont donc accepté de participer, concernant la prise en charge des spondylolisthésies paralysismiques de grade 1 à 3 dans une population adulte, un recueil qui s'est fait de façon prospective avec un recul minimum de 1 an. Donc déjà, il faut définir quels sont les objectifs thérapeutiques du traitement chirurgical de ce type de pathologie lombaire. La première chose, c'est d'obtenir une décompression radiculaire efficace, de restaurer à la fois une hauteur discale et une lordose segmentaire qui se rapproche le plus de la physiologie du patient, d'obtenir bien évidemment une fusion intervertébrale et tout en limitant au maximum la morbidité périopératoire de toutes les techniques. Aujourd'hui, il apparaît vraiment que pour remplir ce cahier des charges, la technique chirurgicale de choix pour arriver à traiter efficacement les patients, c'est de faire une technique qui inclut une greffe intersomatique. Et c'est vraiment une tendance générale, puisque donc sur ce papier, et qui regarde un petit peu l'attitude chirurgicale aux États-Unis entre 1998 et 2011. Donc déjà, la première constatation, c'est que le nombre d'augmentations d'arthrodèse de façon absolue augmente, c'est qu'il y a de plus en plus d'arthrodèses qui sont faites chaque année. Et par contre, en proportion, la greffe postérolatérale, l'arthrodèse postérolatérale instrumentée seule, clairement est en diminution complètement par rapport à la TLIF qui a réalisé 4 fois plus qu'au départ, la LIF et également les doubles abords. Donc c'est vraiment une tendance globale qu'il faut réaliser un temps de greffe intersomatique c'est plutôt ça qui est préconisé pour traiter ces patients. Ensuite, un autre point, donc c'était une étude qui comparait l'efficacité de la TLIF versus la postérolatérale instrumentée seule en termes de résultats cliniques, en termes de fusion. C'était une méta-analyse et qui démontrait que clairement les résultats cliniques et de fusion intersomatique étaient meilleurs avec une TLIF, sans pour autant qu'il y ait d'augmentation de la morbidité péropératoire et des complications. Mais finalement, comme vous le savez, il y a une grande controverse technique sur les greffes intersomatiques, puisqu'on peut le faire de plusieurs manières. Et donc, à travers cette présentation, cette table ronde, on va essayer de voir quelles techniques de greffe intersomatique on peut espérer proposer aux patients pour avoir quels résultats et quels avantages. La grande question, c'est faut-il décomprimer directement les racines, notamment souvent L5, quand on a L5S1? Est-ce qu'il faut faire une décompression radiculaire indirecte avec une visualisation de la racine? Est-ce qu'il faut recalibrer? Ou est-ce que finalement la distraction intersomatique indirecte suffit? Et là, on a déjà 2 éléments de réponse parmi sur ces 2 papiers. En fait, quand on se fait soit un ALIF, soit une TLIF, finalement, on ne trouve pas réellement de différence sur le VAR. Et en tout cas, il n'y a pas a priori de différence significative sur l'amélioration de la douleur radiculaire. Donc, il semblerait que dans certains cas, la décompression radiculaire indirecte soit satisfaisante. Ensuite, le grand débat, c'est la capacité de restauration de la hauteur discale et de la lordose lombaire segmentaire et de la lordose globale. Et c'est toujours le grand débat entre les abords antérieurs seuls, les abords combinés et les abords postérieurs. Et donc, on va voir dans notre travail que différentes techniques entraînent différents résultats. Et on a essayé de voir si ces résultats radiographiques entraînaient influencer les résultats cliniques à au moins 1 an post-opératoire. Pour alimenter le débat de antérieur versus postérieur, ce papier qui est très intéressant, qui observait plus de 160 arthrodèses, en fait toutes indications confondues, et qui démontre que donc l'ALIF est plus lordosant que le TLIF et permet de restaurer une meilleure hauteur discale indiscutablement, et que parmi les techniques de voie antérieure, quand ils comparaient ALIF versus le LL-LIF, qu'ils appellent eux, c'est le X-LIF là en latéral, c'est l'ALIF qui permet d'avoir une meilleure correction globale de la lordose, si on considère que la lordose théorique adaptée du patient, c'est PI moins LL, PI-LL inférieur à 10 degrés. Pour donner rapidement des notions de taux de fusion intervertébrale en fonction des techniques, ce papier qui donc a revu plus de 8600 arthrodèses lombaires, toutes techniques, toutes indications confondues,
Et la description donc, du taux de fusion était en moyenne de 89 à 94%, presque 95%. Et clairement, parmi toutes les techniques présentées, la postérolatérale instrumentée était quand même légèrement en dessous en termes de taux de fusion, et la non instrumentée, la greffe postérolatérale seule, vraiment très en dessous. Et donc il semblerait que cette technique ne soit plus à privilégier pour le spondylolisthésis paralysismique. Et la question réelle, c'est est-ce que cette fusion qui est tant décrite, qui est tant analysée, qui est tant observée, pas toujours facilement, parce qu'on n'a pas forcément des critères très objectifs, est-ce que ça influence vraiment nos résultats cliniques et est-ce que ça influence vraiment le taux de reprise chirurgicale? Le dernier point, c'est la morbidité périopératoire, qui nous concerne tous. Et donc, on va essayer d'observer un petit peu les complications pér et post-op, le retentissement en termes de durée opératoire des différentes techniques, les saignements, les coûts, et également la place des techniques mini-invasives dans les prises en charge des spondylolisthésis. Dernier point, c'est sur la morbidité. C'est ce papier en fait qui a comparé les voies antérieures versus des voies postérieures sur plus de 2300 arthrodèses uniétagées, pareil, toute indication confondue. Eh bien, ça montre très nettement, en analyse multivariée, donc statistiquement c'est un travail de qualité, que la voie antérieure est plus pourvoyeuse de morbidité périopératoire, donc notamment dans le premier mois post-opératoire de manière assez importante, et surtout la voie antérieure est associée à plus souvent de thrombose veineuse profonde comparativement à la voie postérieure. Bien évidemment, ces données en univarié étaient également retrouvées, et la seule chose qui était plutôt en faveur de la voie postérieure en analyse univariée, il semblerait que de la voie antérieure, c'est que la voie postérieure soit associée à plus de transfusion sanguine, mais encore une fois, quand on passe en analyse multivariée, eh bien ce désavantage entre guillemets